Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps. Ici Maude Savaria au micro, heureuse d'être de retour des Europes pour animer cette émission. Avant de commencer l'émission, j'aimerais inviter ceux et celles qui nous écoutent en live à venir nous rencontrer après l'émission au bar Le Département, donc le bar de l'UQAM, puisque nous sommes en période de recrutement. Donc, si vous êtes au cycle supérieur en histoire ou si vous avez un sujet historique dans votre maîtrise ou votre doctorat, nous avons besoin de vous! Donc, si vous nous écoutez en balado et que ça vous intéresse, vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook. On va être très heureuse aussi. Donc, voilà, après ce petit message, j'accueille aujourd'hui 3 chroniqueuses. Donc, d'abord, Cassandre Roy-Drainville, de retour à Histoire 2, pour nous parler des traités modernes avec les Autochtones. Ben oui, bonjour. Bonjour Cassandre. Ensuite, une nouvelle chroniqueuse, Marie-Lou Tanguay, étudiante au doctorat sous la direction de Magda Farny et se spécialise en histoire des femmes, du genre et du journalisme féminin. Donc, bienvenue à notre émission et à l'UQAM, Marie-Lou. Merci beaucoup, bonjour. Et finalement, Valérie Beaulieu-Paquette, qui est de notre côté de la vitre cette semaine, pour nous présenter une chronique sur la drogue. Bonjour Val. La grosse drogue. Salut. Aussi, avec nous, notre présence masculine du jour, Gabriel Thériault. Salut Gab. Salut. Il est assisté aujourd'hui de la délicieuse Marie-Laurence Roux. Je vais y passer le micro, on va dire salut aussi. Oui, qui va apprendre à faire la régie. Elle est un petit peu gênée, je pense. Allô Marie! Elle est un petit peu gênée, ouais. Ça viendra. Donc, j'espère que Gabriel va bien t'apprendre à mettre la musique. Sinon, tu pourrais peut-être l'aider un peu. Sinon, Gab, désolée, fallait que je le fasse. Sinon, Gab, tu nous parles pour débuter de l'émission? Ouais, c'était pas vraiment fin, là, mais c'est pas grave. Je suis malade en plus. Fait c'est que rempli d'amour. J'ai pas une voix sur un homme à terre. et mielleuse aujourd'hui. Mais en fait, je voulais vous parler de la campagne électorale, tu sais, parce que vous savez qu'en ce moment, on est en pleine campagne électorale, puis on parle de croissance économique, de santé, d'éducation, puis évidemment... D'épicerie. Comment? D'épicerie à 75$. Ah ouais, ben ça, c'est tout nouveau, puis en fait, on va manger des ramen toute la semaine. Évidemment... Bon, il y a des sujets chauds de l'heure comme l'environnement, aussi l'indépendance du Québec, sont pas très abordés, puis aussi, tout grand projet de société pas abordé. Mais sans partir dans la partisanerie, ça m'amène à vous parler du débat des chefs, mais plutôt du premier débat des chefs diffusé à la télévision. Donc, c'est en 1962, lors de l'élection québécoise portant principalement sur la nationalisation totale de l'électricité, qu'on voit au petit écran débattre Jean Lesage, du Parti libéral, avec son fameux slogan « Maître chez nous », ainsi que son homologue de l'Union nationale, Daniel Johnson Senior. Donc, même si c'était le premier débat, il faut dire que Radio-Canada a mis tout le paquet afin d'assurer toute sa neutralité, pardon. Donc, le modérateur d'événement, donc Raymond Charette, a été choisi par les deux partis. Les chefs n'avaient pas d'échange direct entre eux et avaient 7 minutes pour répondre au grand thème. Donc, bien différent de la cacophonie comme on a été soumis dans les dernières semaines. Ouais, on s'ennuie quasiment de ce premier débat-là. Ah ouais, ça va l'air vraiment passionnant, puis on peut l'écouter en ligne aussi, il est là, en noir et blanc. Donc, il y avait plusieurs journalistes aussi qui étaient présents afin de poser des questions directement aux deux candidats. Il était présent Le Devoir, La Presse, De Gazette, Montréal Matin et Le Maclean. Comme on le sait, Jean Lesage va remporter cette élection-là. Et en 1966, Daniel Johnson va refuser de se soumettre au débat parce que, Jean Lesage avait été d'une flamme impossible à contrôler. Dans les années 1970-1980, les débats vont être diffusés seulement sur les ondes radiophoniques et il faudra attendre dans les années 90 pour que ça devienne un réel incontournable dans les élections. Puis finalement, on sait que la présente campagne, est accompagnée d'une controverse autour du débat en anglais. En fait, c'est le premier depuis 1985 auquel qui était diffusé à la radio, opposant Robert Bourassa et Pierre-Marc Johnson. Donc, s'agit-il d'une nouvelle tradition qui s'instaure? Certains le souhaitent et d'autres non. Eh bien, moi j'ai voté aujourd'hui.
participation ici à l'UQAM. Donc, pour celles et ceux que ça intéresse, vous pouvez voter, peu importe votre circonscription. Vous votez dans votre circonscription. Ils ont les listes et tout. Puis, c'est au 2e étage du Judith. Faut faire sortir le vote, les jeunes. Merci pour ce beau message La ville d'Élection nous appartient. Québec. Donc, merci Gab pour ces informations. On va poursuivre tout de suite avec Cassandre. Tu vas nous expliquer comment ça marche les traités de gouvernement à gouvernement. Ouais, je vais essayer en tout cas. Hein? J'espère que ça va être plus clair après. Donc, en fait, ce sont les élections au Québec. On vient d'en parler justement. Et malgré que les Autochtones ne soient pas vraiment présents dans les débats, on a entendu parler d'eux à quelques occasions. Un article paru dans la presse le 12 septembre dernier dénonçait, par exemple, la mauvaise relation entre le Québec et les Premières Nations. Donc, selon le chef de l'APNQL, l'organisation qui regroupe toutes les communautés qui vivent au Québec et au Labrador, Ghislain Picard, la relation doit être totalement revue puisque les Premières Nations ne disposent pas encore assez d'autonomie pour participer activement au développement de leur communauté. Donc, à première vue, ça peut vous sembler ironique que les Autochtones, à qui on accorde plusieurs avantages, veulent être plus autonomes. Avec quel argent? Comment? Donc ça, c'est ma problématique. Non, c'est pas vrai. Donc, pour que vous compreniez un peu mieux la relation complexe entre l'État et les Premières Nations, j'ai pensé qu'il serait intéressant de vous présenter la base de cette relation, qui sont en fait les traités, et notamment les traités modernes. Les traités modernes sont en fait les plus récents qui ont été conclus au Canada. Les premiers traités modernes remontent en fait aux années 70 et ils se démarquent des autres parce qu'ils permettent aux Premières Nations d'être presque ou totalement indépendantes du gouvernement canadien et provincial. Donc, je vous explique d'abord rapidement en quoi consistent les premiers traités qui ont été conclus. Donc, au cours de la période française, c'est surtout des traités de paix et d'amitié qui vont être faits. Donc, concluait un accord avec les communautés pour s'assurer de leur alliance, notamment en période de guerre. Les Français voulaient s'assurer de leur aide et les considérer comme des nations indépendantes. Pendant le régime britannique, la plupart des traités conclus étaient faits pour deux objectifs, démographiques et économiques. Donc, d'une part, on cherchait à occuper de plus en plus de terres avec l'arrivée massive de colons, et donc il fallait négocier l'occupation avec les Autochtones. Et d'autre part, on cherchait à exploiter les richesses de nouveaux territoires au nord, ce qui demandait aussi de négocier avec les Autochtones. C'est aussi pendant la période britannique que la relation avec les Autochtones a évolué. Donc, si au départ, on les voyait comme des nations indépendantes, avec leur poids démographique qui a beaucoup diminué et leur importance militaire qui, en fait, n'était plus vraiment présente, ils ont rapidement été considérés comme des sujets de l'État, des gens qu'on devait gérer. Or, du côté des Autochtones, l'importance qu'ils avaient aux yeux des Britanniques ne changeait pas du tout la relation qu'ils entretenaient avec eux. Ils demeuraient indépendants et autonomes. Donc, depuis le 19e siècle, il y a toujours eu une dichotomie entre, d'une part, comment l'État voyait sa relation avec les Autochtones et, d'autre part, comment les communautés voyaient leur relation avec l'État. C'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui, en fait, mais on peut dire que depuis les années 70, il y a plusieurs événements qui ont incité le gouvernement à revoir un peu sa relation. C'est principalement, en fait, l'arrêt Calder de 1973 qui a contribué à l'évolution de la relation. Et si vous voulez en savoir plus à ce sujet-là, voir la chronique d'Anne-Frédérique Morin du 22 septembre 2017, donc ça fait déjà 1 an. Elle en a parlé de long en large et en fait, cet arrêt-là est super full, méga important dans l'histoire récente des Autochtones. Donc, en fait, ce qui s'est passé en 73, c'est que la Cour suprême du Canada a reconnu pour la première fois le titre foncier autochtone. Autrement dit, avant ça, le droit pour les Autochtones de posséder une terre n'existait pas. La réserve appartient au fédéral et s'ils voulaient avoir une terre, ils devaient s'affranchir. Donc, à partir de là, on pouvait désormais revendiquer un territoire dont la communauté pouvait s'affirmer, en fait, être la seule et unique propriétaire.
Donc, tenant compte de l'affaire Calder, le gouvernement fédéral a publié en août 1973 une politique sur les revendications territoriales globales, la base des traités modernes, puis enfin, on a inclus les droits autochtones dans l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982. Cet article-là, en fait, stipule qu'on vient confirmer l'autonomie gouvernementale des Autochtones. Donc, on peut dire que depuis 1973, les Premières Nations peuvent négocier et établir des ententes, et ces ententes-là, si elles entrent en vigueur, leur donnent un plus grand pouvoir décisionnel. Les Premières Nations qui deviennent autonomes peuvent faire, en fait, leur propre loi et leur propre politique, et vont avoir un pouvoir décisionnel dans un large éventail de domaines. Les décisions peuvent porter sur la façon de mieux protéger leur culture et leur langue, d'enseigner à leurs élèves, de gérer leur propre terre et d'établir de nouveaux partenariats d'affaires qui créent des emplois et d'autres avantages pour leurs citoyens. Lorsqu'elles obtiennent l'autonomie gouvernementale, les Premières Nations vont s'affranchir de la loi sur les Indiens, qui, elle, en fait, établit une forme limitée d'administration locale qui est très large et qui ne tient pas compte, au final, des circonstances particulières des communautés. C'est quand déjà qu'elle avait été instaurée, la loi des Indiens? 1876. Ok, merci. Mais il y a eu plusieurs lois avant ça qui vont encadrer les réserves et les Autochtones. Est-ce que le rapport de pouvoir dans le fond, est un peu moindre qu'avant dans ces traités-là, ou c'est quand même il y a quand même une certaine volonté de contrôle de la part du gouvernement fédéral? Je dirais que le rapport de pouvoir est moins important qu'auparavant, et au final, c'est la Première Nation qui décide comment elle veut se gérer. Elle décide si elle veut être totalement indépendante et ne plus être assujettie à la loi sur les Indiens, ou elle peut décider de, par exemple, il y a certaines communautés qui sont très autonomes par rapport à leur terre, mais qui vont conserver, par exemple, le conseil de bande. Donc, sur certains aspects de la loi sur les Indiens, ils sont comme affranchis, mais sur d'autres, ils maintiennent ça. Mais au final, il faut quand même considérer que c'est le gouvernement qui a un peu le dernier mot sur ces ententes-là. Qui met les limites. Oui, parce qu'il faut que ça aille dans le même sens que les autres lois qu'il y a dans la Constitution. C'est sûr. Pour l'accès aux ressources aussi, j'imagine que c'est le gouvernement qui a le dernier mot là-dessus. Ça dépend si c'est sur leur terre ou pas. Mais si la Première Nation devient totalement indépendante et que sa terre il lui appartient, ben elle peut gérer ses ressources comme elle l'entend. Fait que c'est pas comme les traités qui avaient été faits pendant la Confédération. Les traités numérotés. Oui, dans les prairies. Oui, en fait, les traités numérotés, c'est les principaux traités qui ont été conclus pendant le régime britannique. Puis ces traités-là, en fait, la base, c'était juste que le gouvernement avait besoin de terre, donc il disait aux communautés autochtones, ben on vous donne un petit morceau de terre, puis en échange, on va vous donner de l'argent, puis nous autres on va garder le reste. Mais les communautés n'étaient pas du tout indépendantes sur l'utilisation des ressources. Okay. Ouais. Donc, je poursuis. En fait, comme les communautés ont différents objectifs, les négociations ne mèneront pas à l'élaboration d'un modèle unique d'autonomie gouvernementale. On vient un peu d'en parler. Et c'est pour ça que c'est un petit peu difficile à comprendre et difficile à expliquer, même pour ceux qui travaillent directement avec les communautés autochtones. Les arrangements diffèrent selon les circonstances historiques, culturelles, politiques et économiques qui sont propres au gouvernement autochtone, aux régions et aux communautés concernées. Il faut penser, par exemple, que au Canada, il y a différentes formes de gouvernance chez les communautés autochtones. Il y en a qui ont un modèle plus traditionnel, il y en a d'autres qui ont le conseil de bande. Donc, vous voyez toute la complexité qu'il peut y avoir quand on veut négocier une entente d'autonomie gouvernementale. Il y a diverses formes de gouvernance qui ont été négociées au Canada et je vous en présente 3 principaux exemples. La Convention de la baie James de 1975, certains traités dans le Nord et un traité moderne fait en Colombie-Britannique. Donc, la Convention de la baie James de 1975 est souvent considérée comme le premier traité canadien moderne. Elle a été signée à la suite de nombreuses heures de négo et faisait suite au désir du gouvernement d'ouvrir un nouveau territoire à l'exploitation des ressources, en l'occurrence le potentiel hydroélectrique.
L'énorme projet hydroélectrique est lancé au début des années 70 sans l'approbation des Cris et des Inuits de la région, mais ces deux peuples vont revendiquer leurs droits fonciers autochtones non cédés jusque devant les tribunaux, ce qui va conduire à la Convention en 1975 où on va leur accorder une gestion assez autonome des terres dans le nord du Québec. En fait, l'entente prévoit une large autonomie politique et administrative pour les communautés autochtones et vont leur accorder des droits exclusifs de chasse, de pêche et de piégeage sur des territoires de 170 000 km², ainsi que des compensations financières à court et à moyen terme. En contrepartie, le gouvernement du Québec obtient le droit de développer des ressources hydrauliques, minérales et forestières dans le nord du Québec, mais évidemment, il doit toujours y avoir des négos quand même avec les communautés pour que ça leur convienne à eux aussi. Autre exemple, dans le nord du Canada, la négociation de traités a été particulièrement florissante où il y a eu beaucoup de négos bilatérales et qui ont abouti à différentes ententes de 1984 à 2005. Donc, au Yukon, par exemple, il y a 11 Premières Nations qui ont signé des ententes définitives. Elle fonctionne un peu de la même façon que la Convention de la baie James. Les Premières Nations assurent la gestion d'un ensemble de terres et ça a aussi permis à ces communautés autochtones-là de mettre en place des structures municipales et d'entreprises. Donc aujourd'hui, beaucoup de communautés dans le nord du Québec sont considérées en fait comme des municipalités puis qui ont aussi à côté de ça construit ou mis en place des espèces d'entreprises, comment je dirais, mettons le conseil de développement économique de la Première Nation de tel truc. Ça leur permet de développer des partenariats d'affaires avec des entreprises ou d'autres municipalités. Wow. Et ça leur permet aussi de ne pas avoir à passer par le gouvernement fédéral. Donc, autrement dit, leurs réserves sont des municipalités et leur territoire n'a plus le statut de réserve. Je vais passer sur le cas de la Colombie-Britannique parce que je pense que j'aurai pas assez de temps, mais c'est super pertinent. Là. C'est la Première Nation de West Bank qui a conclu aussi une entente d'autonomie gouvernementale. Et ça m'amène à parler des aspects un peu plus critiquable de ces traités-là. Donc, il y a quand même des gens qui critiquent les traités, notamment des activistes autochtones qui ont dit que les concessions consenties par les Premières Nations en matière de taxes et de droits de propriété, notamment, sont désavantageuses à leur égard parce que, en signant ces ententes, les Premières Nations acceptent de faire payer des taxes à leurs membres. D'autres mettent en question les traités qui, selon eux, masquent des vieilles méthodes de colonisation, notamment la dépossession par l'extinction des droits autochtones. Et enfin, si les deux parties, c'est la couronne d'un côté et une communauté de l'autre, et qu'au final, c'est la justice canadienne qui décide des droits accordés aux Autochtones, y a-t-il pas conflit d'intérêts? Petite question en l'air comme ça. ça reste le Canada qui place les règles du jeu. Exact, ouais, toujours. Il reste qu'en ce moment, un peu partout au Canada, il y a plein de Premières Nations qui ont engagé des démarches pour conclure ce type d'entente avec le gouvernement. Je pense que la majorité des Premières Nations sont favorables à ce genre d'entente et que dans les prochaines années, de plus en plus d'entre elles vont devenir totalement indépendantes du gouvernement. Certains, toutefois, préfèrent continuer d'être légiférés par la loi sur les Indiens. Donc, en concluant, pour revenir à ce que disait Ghislain Picard au sujet de la relation de gouvernement à gouvernement qui doit être revue avec le Québec, je crois qu'avec ce que je viens de vous présenter, il faut apporter quelques nuances. D'une part, cette relation, comme on l'a vu, s'effectue surtout avec le fédéral et non avec les provinces. Le Québec, c'est pas une nation indépendante, donc c'est difficile d'établir une relation de nation en nation avec les communautés autochtones. Cependant, entre plusieurs Premières Nations et le fédéral, on peut dire que la relation de nation en nation prend tout son sens et qu'elle semble être favorable aux deux parties. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Au contraire, M. Picard a souligné qu'il y a de grandes améliorations à apporter. Et si je peux me permettre, je pense que celles-ci doivent se faire d'abord sur le plan de la communication. Parce que le gouvernement du Québec a bien de la misère à communiquer avec les communautés et avec le fédéral. Ce qui n'aide pas, évidemment, à l'amélioration des relations. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère vous avoir bien mélangé. Mais est-ce que tu penses que ça s'en va dans une direction qui a du potentiel dans le fond? Je pense que c'est assez positif. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je pense qu'on est sur la bonne voie, pour être honnête. Bon, tant mieux. On espère vraiment beaucoup que ça s'en va pour ça. Gabrielle, on s'en va en musique?
Ouais, on s'en va en musique, puis en fait, je voulais faire un petit hommage à Mathieu, notre ancien collaborateur à la régie. En fait, on sait qu'il s'est trouvé un emploi dans le milieu de la radiodiffusion à Victoria. Comme quoi, hein? Choc.ca, histoire oui, de... Choc.ca, c'est un tremplin. Pour les futurs emplois pour les étudiants passionnés de l'UQAM. Donc, pour Mathieu, qui est parti à Victoria, la chanson qu'on va mettre, c'est Victoria de Garoulou. Premier soir des noces, avec moi Kakusha Victoria. Le premier soir des noces, avec moi Kakusha Victoria. Ça ne va guère, ça ne va pas, oh Rebecca. Endure ma fille, tu ne mourras pas de ça, Victoria. Endure ma fille, tu ne mourras pas de ça, Victoria. Ça ne va guère, ça ne va pas, oh Rebecca. Mais quand on est couché, elle se mit à me serrer, Victoria. Oui, quand on est couché, elle se mit à me serrer, Victoria. Ça ne va guère, ça ne va pas, oh Rebecca. De retour à Histoire de passer le temps avec Maud Savaria au micro, nous allons poursuivre tout de suite avec Marie-Lou qui nous présente aujourd'hui le collectif d'historiennes Women Also Know History. Hein? Ben oui, autour de la table, il y en a quelques-unes. Mais tu as rencontré... Toi, Gab. Et là, on parle pas de toi aujourd'hui, OK? Une autre On fois, parle Gab. toujours de Gab. Donc, tu as rencontré les trois... les trois, ouais. Les trois instigatrices du projet. Parle-nous-en. Oui, donc, bonjour tout le monde. C'est ma première chronique, donc moi et mon sexy rhume, on est très contents d'être avec vous. Donc, je suis super contente. J'ai voulu mobiliser un petit peu mes 15 minutes-ish pour vous faire connaître une initiative que je trouve sincèrement intéressante et que j'espère qu'il va un peu vous motiver, vous faire reprendre espoir dans la discipline historique, ce qui des fois c'est pas très très facile. Donc un peu faire le pas avec ce que Gabrielle a dit en introduction, c'est un autre angle mort. On s'entend la présence des femmes dans la campagne cette année, comme la question autochtone. Donc
Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter justement un collectif de 3 historiennes assez badass qui ont, je vais les nommer, c'est quand même assez important. Donc, Karen Wolf, Keisha Blaine et Emily Prifolg. Ensemble, elles ont fondé le Women Also Know History en 2017, inspiré par des initiatives comme le Women Also Know Stuff, une initiative créée par des femmes en sciences politiques. On s'entend, on le voit en ce moment dans la campagne, ça aussi, la science politique, c'est un milieu assez masculin, les commentateurs, c'est assez des hommes blancs de 50-60 ans. Donc, Women Also Know History, c'est dédié à la promotion de la production historique des femmes. Leurs actions sont menées principalement sur le terrain des réseaux sociaux et visent à éclairer et déconstruire les biais genrés, implicites et explicites, qui caractérisent encore aujourd'hui la perception et la promotion de l'expertise historienne. Le moment est quand même assez bien choisi. J'étais contente aujourd'hui de pouvoir être avec vous en ce 21 septembre parce que, comme Maud l'a mentionné en introduction, j'ai pu faire une entrevue avec ces 3 fondatrices, avec 2 autres historiennes, donc Catherine Larochelle, professeure au département d'histoire à l'UDM, et Florence Grégoire-Prévost, qui est candidate au doctorat au College University of Dublin. Donc, ensemble, cet été, on s'est assis puis on s'est dit là, il faut faire quelque chose, il faut faire connaître cette initiative-là qui peine un peu à intégrer le milieu francophone. Donc, on a fait un beau questionnaire, puis on les a contactés. Elles ont voulu, très gentiment, faire une entrevue avec nous. Très, très, très occupés, puis nous aussi, on est bien occupés, fait que on leur a envoyé par courriel, puis ils ont répondu à notre questionnaire. Donc, c'est publié sur Histoire engagée depuis mardi, ce matin sur Active History, la version originale anglaise, et une petite victoire, c'est l'article en vedette sur le Canadian Historical Association sur leur site. On est bien contente, c'est vraiment une belle diffusion, une belle tribune. Puis on a insisté à ce que ce soit l'entrevue française francophone qui soit publiée pour faire connaître ça dans le milieu francophone. On va vous la partager sur notre page Facebook en fin de semaine. Oui, merci beaucoup. Donc, petite mise en contexte rapidement de ce qu'est le Women Also Know History, le collectif. Donc, c'est vraiment en raison justement des nombreuses formes de préjugés, d'exclusion qui existent que certaines membres, les membres instigatrices du projet, ont dit qu'il fallait adapter un peu le Women Also Know Stuff, mais à la réalité de la pratique historique. Donc, elles ont parlé aux femmes de Women Also Know Stuff, elles ont vu les retombées, puis elles ont dit franchement c'est une bonne idée, on va le faire. Donc, elles sont allées un peu solliciter des gens, voir l'engouement, tâter le pouls, puis il y avait, je pense, une belle réception. Il fallait briser, justement, tout ce qui en fait est moins un peu visible, mais qui est au quotidien, qui peuvent affecter notre réalité, notre parcours académique ou nos chances après d'avoir un emploi. Si chance il y a. Donc il y a par exemple Keisha Blaine, elle nous a dit dans son entrevue qu'elle était tannée là, tu sais, arrivée dans des conférences, il y avait juste des hommes, puis elle a dit allô, ça vous tentait pas d'avoir une femme? Puis là ils ont dit on savait pas qu'il y avait des femmes qui travaillaient là-dessus, non, tu sais le genre de réponse préconçue que on s'est fait dire aussi en octobre l'année passée à la conférence de panel masculin où il y avait juste des hommes sans femmes pour parler de l'expérience des historiennes en place publique. Au congrès de l'IAF. Ouais. Donc, c'était vraiment malaisant. L'historien au masculin, pas inclusif du tout. Dans la place publique. Ce qui est quand même paradoxal. Mais aussi, pas juste une présence physique, mais on est tanné aussi, on s'entend, d'avoir des syllabus super homogènes, peu diversifiés, avec des lectures qui sont souvent qui sont souvent par des historiens. Donc, c'est vraiment une réflexion que Keisha Blaine voulait vraiment mettre de l'avant. Aussi dans le contexte de plus en plus actuel où les historiennes, moins les historiennes, on est appelés à intervenir sur la scène médiatique dans l'espace public. Il y a des études qui démontrent que c'est seulement un quart des expertes qui sont appelées, donc des femmes. C'est ça, c'est un quart des personnes citées qui sont des femmes dans ce genre d'entrevues dans les médias de masse, donc les quotidiens généralistes. Un bon exemple que j'ai trouvé intéressant,
c'est David Leonhardt, c'est pas propre en fait à l'expertise historienne, mais à chaque fois qu'il appelle des experts, il se rend compte que c'est majoritairement des hommes. Puis j'ai trouvé ça une belle conscientisation. Lui, il a écrit un article là-dessus dans le New York Times qui a dit « je me rends compte que j'appelle juste des hommes dans mes entrevues ou tu sais que je cite juste des hommes. » Fait qu'il a parlé du Women Also Know Stuff notamment pour dire regardez, il y a des outils qui peuvent nous aider à briser ce genre de situation. Parce que c'est vrai qu'on a quand même souvent l'image, en tout cas une histoire de l'historien, un peu une vision essentialiste d'un professeur de 50-60 ans, blanc, qui a un veston en tweed. Donc, il faut un peu briser cette espèce de vision homogène. Il y en a quelques-uns au 6e étage du Aquin, par exemple. Ouais, moi, je me suis acheté un veston en tweed parce que c'est comme un postulat, mais je l'ai pas encore mis, ça sent bien. Vous me verrez dans les séminaires de l'UQAM avec mon veston, vraiment très fière. Donc, en fait, j'ai fait l'expérience hier pour vous. Je suis allée sur Google, puis en faisant la recherche en anglais pour briser un peu l'emploi du féminin qui se fait en français, si on cherche professor ou historian, c'est effectivement, faut un peu descendre avec nos doigts sur notre iPad ou notre iPhone pour voir une figure, une femme. Donc, c'est quand même quelque chose qui est un peu qui est propre à la profession historienne, mais aussi de professeur qu'on peut avoir. Tout ça va se répercuter sans surprise dans le monde académique qui engendre des inégalités structurelles qui sont manifestes. Des études démontrent aussi que des femmes sont, particulièrement les femmes racisées, ont moins de chances de se faire engager dans des postes décisionnels, jouent un faible rôle malheureusement dans l'évaluation des pairs. Donc tu sais, les manuscrits, les articles de revues classés catégorie A, on va moins faire appel aux femmes. Elles ont aussi moins de chances de recevoir des prix ou d'être citées par leurs collègues. Donc Keisha, Emily et Karen, qu'on a interviewé, ont participé à un panel, Conference of Women Historians, puis ils sont revenus motivés, mais déprimés de voir que toutes les anecdotes mises ensemble faisaient un portrait un peu déprimant. De voir comment ça avait pas changé malgré, on était en 2017, là, on parle. Donc, elles reviennent et après cette fin de semaine-là, elles vont lancer le Women Also Know History Project sur Twitter. Facebook aussi. Ils ont créé donc une communauté dédiée à la promotion du travail des femmes mais surtout chercher des initiatives concrètes à comment on peut trouver une solution à cette faible représentation-là. Moi, c'est quand même une petite partie qui m'interpelle parce que j'ai commencé à suivre dès le début en 2017. Donc, quand vraiment j'ai pris connaissance de ce collectif-là avec le hashtag I look like an historian. Donc, ce hashtag-là, c'était vraiment pour briser justement les représentations homogènes des historiens. Il y avait de l'historien justement. Donc il y avait des femmes qui se prenaient soit en égo-portrait, en selfie, ou elles publiaient des photos d'elles sur Twitter. Puis elle disait par exemple, et celle-là elle m'a fait particulièrement rire, c'est j'ai l'air d'une historienne même si on voyait une photographie de la femme qui faisait une conférence puis clairement et c'est pas adapté pour quelqu'un qui mesure pas genre 6 pieds. Le lutrin, on voyait à peine la moitié de son visage puis elle faisait sa conférence. Donc, tu sais, elle montrait tout un peu comment qu'elle aussi, elle essayait de montrer qu'elle est historienne. Donc, moi, avec ma petite voix souvent qui me fait en sorte que je dois me justifier de pas être chez nous quand je commande de la pizza, j'avais vraiment pris un peu espoir. Je me sentais touchée et inclus dans une communauté plus grande qui me donnait espoir de continuer dans le domaine de l'histoire. Donc, j'ai donc suivi ces initiatives-là, mais c'est vraiment avec le Women Also Know History, la base de données. Je vous invite à la joindre d'ailleurs. C'est vraiment, on va colliger, elles ont décidé de créer une base pour colliger les profils d'historiennes à travers le monde, donc pas juste au Québec, là, justement, il y en a pas au Québec, donc elles veulent colliger des profils, donc vous entrez votre nom, votre affiliation institutionnelle, sur quoi vous travaillez, la période, et donc ça, c'est un outil pour un peu relier le monde académique, le monde médiatique, donc les journalistes, aux travaux des femmes dans le milieu de l'histoire. Donc, ça peut être pratique pour la constitution des panels, inviter des femmes en conférence, mais aussi faire des évaluations par les pairs. Trouver une directrice, peut-être, sait-on jamais. Donc, moi, ça m'a fait une belle bibliographie, puis j'ai beaucoup trop de lectures maintenant ajoutées, encore une fois, à ma liste.
je pense qu'on a tous un rôle à jouer en concluant, genre dans le changement de perception de l'expertise historienne et dans la promotion et surtout le soutien du travail des femmes dans le domaine. Si aujourd'hui j'ai voulu le faire en éclairant cette initiative que je juge fortement intéressante, j'invite aussi les femmes à s'abonner à la plateforme, mais aussi aux hommes à la consulter. Donc, vous pouvez aller regarder qu'est-ce qui se fait. C'est franchement intéressant. Et peut-être une façon concrète, ça peut être aussi de trouver des façons aussi de diversifier notre bibliographie. C'est long, ça prend du temps, mais de cette façon-là, on évite de répéter des travaux qui, en fait, acquièrent une certaine notoriété juste parce qu'elles sont répétées. Donc, d'éclairer des travaux un petit peu moins connus, un petit peu plus marginaux, mais qui, au fond, font qu'on rend un travail, à mon avis, beaucoup plus complet. Donc, merci de m'avoir reçu. Puis, aussi, j'espère que vous allez vous inscrire, s'il vous plaît. Oui, mais s'inscrire et aussi de la partager si vous avez pas de référence à donner, on va voir là-dessus et la partager à vos professeurs et aux recherchistes. Parce qu'au Canada, c'est bonjour. très très peu connu au Québec. Là. Oui. Puis il faut que ça le soit parce qu'effectivement, on n'accorde pas encore assez de place aux travaux des femmes en histoire. On a toutes des expériences là-dessus où ça soit dans la perception, tu sais, de la latitude des gens aussi, ça peut. Mais cette base-là, ça rend vraiment visible des projets qu'on n'aurait pas, je pense, accès autrement. Donc, je trouve ça intéressant à pouvoir aujourd'hui en discuter avec vous. Merci beaucoup, Marie-Lou. On espère te recevoir une autre fois dans la session, au moins, ou plus, malgré ta longue liste de lecture. Un jour, j'aurais pu le rhume aussi. Ça va aider. Oui, c'est sûr. On a hâte d'entendre ta petite voix. Oui. OK, moi aussi, j'ai une petite voix, donc tout va bien. Je vais maintenant laisser la parole à Marie-Laurence, qui est maintenant au micro et qui va nous amener en musique. Oui, Maude, on s'en va en musique justement avec la chanson Tercel du groupe Les Louanges qui figure sur leur tout nouvel album La nuit est une panthère, paru cette semaine. Merci. C'est pas la fin du monde, mais ça même si on y arrive pas à la fin de la semaine. On ira faire un tour de char dans ta Tercel 96. Popper les chaînes des trottoirs, caler les bières cheap du step. Se retrouver au terrain de baseball, claquer tout ce qui nous reste. C'est pas la fin du monde, mais ça, même si on y arrive pas à la fin de la semaine. On ira faire un tour de char dans ta Tercel 96. On jouait même les seuls, dos au mur, la poussière est toute seule, ouais. Feedback que le 6, vague de chaleur trempée dans nos chandails. Tympan percé par les cymbales, ramé jusqu'à l'autre bord du fleuve, retour au bercail. Passé au travers du cachet, tout mis ça dans le taxi, puis la boréale. J'ai vomi sur le tapis, je sais pas trop où on s'en va, je m'en fais pas trop de toute façon. C'est pas la fin du monde, mais ça, même si on y arrive pas à la fin de la semaine. On ira faire un tour de char dans ta Tercel 96. Popper les chaînes de trottoir, caler les bières cheap du dip. Se retrouver au terrain de baseball, claquer tout ce qui nous reste. Next big thing, ouais mais next week. La tuque ben vissée, watch moi j'arrive. Miss la dernière L de casualty, typique Lévis. 2h du matin, encore stock, chantier de Lévis. Sweet dreams, ils s'en foutent la piste. Mais certaines n'ont pas appris. Comme un long dimanche, ceux qui vivent leur vie. Mais j'aimerais qu'elle commence, j'ai l'idée lundi. Tu choisis où tu traces ton silver lining. C'est pas l'idée, silver.
pas la fin du monde, mais sans, même si on y arrive pas à la fin de la semaine. On ira faire un tour de chalet dans ta terre, c'est le 96. Taper les chaînes des trottoirs, caler les biatchis du début. Se retrouver au terrain de baseball, claquer tout ce qui nous reste. De retour à Histoire de passer le temps avec Maud Savaria au micro qui a eu son cue, yeah! Donc, pour terminer notre émission, Valérie, tu vas nous parler des guerres de l'opium en Chine. Ouais. Ouais, gros sujet aujourd'hui. Comme j'avais écrit dans la pub, l'opium, c'est quelque chose qui est très connu depuis longtemps en Chine. C'était connu comme un remède à la base sous forme liquide qui est appelé le laudanum. On le faisait alors venir de Perse. Puis, au 17e siècle, on le mélangeait déjà à la poudre de tabac. Et quelques décennies plus tard, on finissait par l'inhaler seul sous forme de boulettes préalablement chauffées. C'était tout un rituel là, pour la préparation de chaque dose. C'était en soi un art. J'en sais pas plus. J'en ai pas pris moi-même. Je veux le dire en commençant ma chronique. Je sais pas de quoi je parle. Mais est-ce que tu sais quand même un peu les effets, même si t'en as pas pris, là? Ben, j'ai vu beaucoup de photos, ça a l'air relax en tabarouette. Ça a l'air très relax. Donc, c'est à la fin du 19e siècle que l'opium qui est venu d'Europe est importé en Chine sous forme de pilules, d'abord la codéine, ou de piqûres, la morphine. Et oui, c'est toute la même drogue. L'histoire de cette drogue et des deux guerres qui portent son nom n'est pas seulement l'histoire de l'impérialisme étranger à la conquête d'une Chine inoffensive. C'est une réalité qui fait quand même partie intégrante et importante de l'équation. Je ne le nie absolument pas, bien au contraire, que ce soit clair. OK. L'Angleterre a bel et bien réussi au 19e siècle à pénétrer le marché chinois grâce à l'opium. Et ce, en toute connaissance de cause de ses propriétés addictives. Donc, une fois que ça c'est dit, on peut observer la complexité d'un phénomène social, politique et économique. Puis c'est ce que je vais tenter de démontrer par un petit exposé sur les guerres d'opium et les tentatives de désintoxication à grande échelle par les autorités chinoises. Donc, c'est d'abord les Mandchous, c'est-à-dire la dynastie Qing. J'en parle tout le temps. Tu dois être habitué. Ah, la dynastie Qing. C'est d'abord eux qui ont interdit la culture du pavot et la consommation d'opium, tout comme celle du tabac, dès le 18e siècle, en 1796. Et oui, on connaissait alors déjà les dangers que ces substances comportaient sur la santé. On n'est pas vite, hein? Ben oui, les compagnies de tabac essayent encore de nier ça, hein, dans les tribunaux aujourd'hui au Canada. Depuis longtemps. Mais bon, l'ordre qu'ils ont lancé est pratiquement inefficace puisque la contrebande en est très lucrative et ça met à mal la loyauté des fonctionnaires civils et militaires. Donc les fonctionnaires la tolèrent en cachette tout en partageant les profits avec les marchands chinois. Ces mêmes marchands sont souvent affiliés à des sociétés secrètes dont l'agenda politique vise à détrôner les Mandchous. Donc, l'opium va affluer principalement de l'Inde dans les premières décennies du 19e siècle par l'intermédiaire des marchands anglais qui, il faut le souligner, agissent avec la complicité de nombreux officiels chinois. Et c'est ça que je veux dire par faut nuancer la chose, là. Oui, c'est la faute de l'Angleterre, ils sont méchants, mais comme il y avait d'autres choses qui se passaient, il y avait des appuis en Chine. Oui, mais dans l'histoire coloniale, il y a toujours eu des gens qui collaboraient, là. Exactement. C'est quand même ça fait quand même partie de l'histoire coloniale pour sans aucun doute. Tout à fait. Donc, l'Angleterre, qui achetait de la Chine des quantités colossales de produits comme le très bon thé et la fine porcelaine, se retrouvait un peu dans le trou financièrement puisque la Chine importait à peu près rien. La Chine produisait tout sur son propre sol. Ça, j'arrête pas de le dire ad nauseam. Je m'en excuse. À chaque chronique, je le dis, mais c'est vrai. Donc, il fallait trouver le produit idéal pour renverser la donne. Puis, voilà qu'entre en scène l'opium. Assez rapidement, la balance des comptes s'inverse en Chine en raison de cette généralisation de la contrebande à partir des années 1820-1830. C'est-à-dire que l'argent sort du pays plus qu'elle n'entre. En réaction, le gouvernement impérial chinois lance un grand débat parmi les fonctionnaires de haut rang dans les années 1830, justement. On s'interroge à savoir si on préconise l'application de l'interdiction pour freiner la fuite d'argent ou au contraire, la légalisation du commerce de l'opium pour en tirer des recettes fiscales. Hashtag le pot au Québec. Hashtag pot. C'est un peu le même débat. Donc bref, l'empereur de l'époque, Dao Guang. Oui. Je vais te le dire juste pour toi. Dao Guang tranche en faveur des prohibitionnistes, dont Huang Juezhi et Lin Zexu. Donc en 1839.
Lin Zexu est dépêché à Canton, le seul port qui est alors ouvert publiquement. Il est ouvert légalement au commerce avec l'étranger. C'est une plaque tournante du trafic d'opium et donc le principal centre pour sa consommation aussi. À son arrivée, le fonctionnaire Lin va confisquer l'ensemble des stocks d'opium des marchands anglais et procède à leur destruction. Là, il se fait un petit peu un trip à la Boston Tea Party. Il n'est pas surprenant dans ce contexte que l'action de Lin a sans hésitation été saisie comme opportunité par l'Angleterre de défendre ses intérêts. Donc, petit rappel factuel, les guerres de l'opium ont été conduites par l'Angleterre, rejointes par un deuxième temps par la France et d'autres puissances européennes. Pourquoi par la France? La France avait aussi des intérêts en Chine. Ils voulaient tous avoir c'était comme un gros gâteau, puis tout le monde veut sa part. OK. Mettons. Donc, c'est ça. Le but, c'est d'ouvrir la Chine au commerce. Il y a eu 2 guerres, donc une première en 1839 et une seconde en 1856. Je vous épargne l'histoire militaire, qui ne m'intéresse guère. Petit jeu de mots ici. Je l'ai quasiment assumé. Donc, dans le traité de Nankin de 1842 qui met fin à la première guerre de l'opium, jamais on ne mentionne le mot opium. Sauf que l'ouverture économique de la Chine qui s'ensuit et les privilèges accordés aux marchands étrangers vont faire grimper le commerce qui est semi-toléré et sa contrebande. Et là, ça devient un réel fléau social. La seconde guerre de l'opium est également le résultat des frustrations des Occidentaux qui sont à la recherche de profit dans un marché chinois récalcitrant et face à un gouvernement impérial qui refuse d'établir des relations diplomatiques fondées sur un principe d'égalité. Donc, les traités qui ont été signés suite aux défaites de la Chine portent le nom de traités inégaux dans l'historiographie chinoise. C'est à travers ceux-ci qu'on voit clairement la force, la profondeur, voire la violence de l'impérialisme européen. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans une autre chronique. Donc, c'était pas un traité de nation à nation indépendante? Non. Avec l'Angleterre, des fois, pour que ce soit clair, difficile, ouais. ça. Donc bref, à la fin de la Seconde Guerre d'opium, les Qing vont autoriser officiellement les importations de la drogue. À la fin du 19e siècle, les Qing vont tenter tant bien que mal de relancer leur politique d'interdiction de l'opium, mais ils ont absolument pas la force d'imposer quoi que ce soit en amont dans le domaine de l'offre. Et en plus, la culture du pavot s'est développée en Chine même. Le pavot, c'est ce qui sert à oui, faire l'opium. on le Donc, sait. la production se fait sur le territoire. Ça se met pas même. juste sur les bagels, mettons. Donc, l'opium s'est tellement répandu dans toutes les couches de la société qu'on l'a fortement identifié à l'identité même de la civilisation chinoise. Chinoise, excusez. Donc, non seulement ça, mais la prolifération des fumeries d'opium qui résulte de l'immigration chinoise à travers le monde, donc sur la côte ouest des États-Unis, à San Francisco, à Vancouver ou en France, par exemple, a renforcé cette vision-là qu'on a aussi des Chinois au 19e et au début du 20e siècle. En Chine, il y a plusieurs profils de consommateurs qui existent. À ce moment-là, les occasionnels, qui en fument lors de rituels. Les occasionnels festifs, qui en consomment pour honorer leurs hôtes, par exemple. Puis, il y a plus tristement les dépendants qui sont complètement asservis à cette substance-là, les malades qui cherchent à se soulager, ou encore les travailleurs, comme les coolies, qui cherchent à soulager leur épuisement physique et mental. Parce que si on compare, mettons, avec le pot, il y a une plus grande dépendance, I guess. De ce que j'ai compris, oui, c'est beaucoup plus addictif que le pot. Okay. Puis c'est un antidouleur aussi, c'est comme la morphine. Oui, exactement, c'est ça. C'est les mêmes molécules. Les mêmes bases. On y connaît beaucoup. Je fais l'histoire de la science aussi, je l'ai pas dit. Donc voilà, la légalisation et la baisse des prix qui est engendrée justement par la culture du pavot en Chine fait en sorte que la consommation va se répandre dans toutes les régions et dans toutes les couches sociales, avec bien évidemment son lot de diversité là, en ce qui a trait à l'attirail nécessaire pour la consommation et la qualité même de la drogue. Pourtant, la période critique durant laquelle une proportion très significative de la population fume l'opium est assez brève dans l'histoire de la Chine et va prendre fin dans les années 50. Donc, voilà pour le début. Maintenant, je passe aux techniques de désintoxication. Donc, dans les politiques chinoises de suppression de l'opium, la place des institutions pour le sevrage des fumeurs va évoluer considérablement en fonction du contexte historique et des 3 différents types de gouvernements qui se sont succédés en une courte période. Donc, dans l'ordre, il y a l'Empire. Ensuite, l'Empire tombe, il y a la République qu'on a essayé de mettre en place de 1912 à 1949. Puis, il y a la République populaire de Chine après la victoire communiste. Donc, d'abord, très marginal, les institutions auront un rôle plus déterminant au milieu des années 1930 parce qu'elles vont faire partie d'un plan sur 6 ans instauré par le Parti nationaliste Kuomintang.
La capacité d'action de ces institutions et donc leur présence vont ensuite décliner sous l'occupation japonaise à partir de 1937 et durant la campagne menée par les communistes de 1950 à 1952, là, il y a vraiment comme un clash. C'est terminé, on parle plus de l'opium, on passe à une autre ère. Ils sont efficaces? Ils sont efficaces. Ah, ouais, ils sont vraiment efficaces. Les communistes. Donc d'abord... Pour ça, du moins. Donc d'abord, sous la dynastie Qing, les efforts de désintoxication se font au niveau local et de manière sporadique et limitée, selon le bon vouloir des gouverneurs de différentes provinces qui voient ou non la nécessité d'agir. Parce qu'on a souvent l'impression que l'Empire chinois est comme omniprésent puis il gère tout dans la société, mais c'était très décentralisé dans les faits. Donc, la première stratégie sous l'Empire, c'est de carrément enfermer des individus soupçonnés d'être des drogués et que, concrètement, ça se réduit, par exemple, à un petit bâtiment à Canton dont la fonction était le sevrage, assez radical, des fumeurs. J'imagine que c'est plus pour les pauvres. En fait, c'était plus les pauvres qui allaient être emprisonnés parce que c'était... C'est drôle, j'ai pas eu accès à qui était visé en particulier. Je sais que pour les hauts fonctionnaires, ce qui leur faisait le plus peur, c'est justement que leurs collègues en consomment et que les lettrés en consomment parce que c'est eux qui sont censés donner l'image de l'homme accompli, de l'homme de bonne vie. Okay. Mais probablement que c'est pas eux autres qu'on arrêtait dans la rue comme ça pour enfermer dans des petites cellules. Non. J'ai comme une intuition, mais ça reste ouvert. Donc là, c'est ça. On les enfermait quelques jours dans une cellule individuelle. Ceux qui ne manifestaient aucun symptôme de manque au bout de 5 jours étaient juste libérés. Envole-toi, petit oiseau. Pour les autres, la réclusion pouvait aller jusqu'à 1 mois. Genre, il y a personne qui sait où t'es, on t'enferme, puis tu vis ton sevrage. Donc, on se fout alors vraiment de soulager les souffrances de la personne dépendante, et c'est plus tard, par l'action des missionnaires occidentaux, que la perception de l'accompagnement et du traitement en institution va évoluer. Le gouvernement... Mais le sevrage, ça devait pas être agréable. Le sevrage de l'opium, de ce que j'ai lu, et d'ailleurs, Jean Cocteau a écrit un livre là-dessus, de son propre sevrage qu'il avait fait parce que lui il a consommé énormément d'opium dans sa vie. Ça a l'air horrible. Comme tu passes à travers des torpeurs, tu fais de la fièvre, diarrhée incontrôlable. Genre, ça a l'air... Excusez, j'étais en train de dire, puis j'étais comme, je sais pas quoi, je suis en train de dire ça. Mais à l'époque aussi, c'est comme le choléra. C'est ça. Choléra, opium, même combat. Mais à l'époque, il devait pas avoir une bonne connaissance aussi de comment ça fonctionnait le sevrage puis comment le faire justement. Fait que ça... Oh non, je pense qu'il le savait. Je pense qu'il savait. Il le voyait. Ah, ok. Oui, c'est comme assez clair les symptômes. Okay. Puis il y a moyen de doser, de rapprocher les doses pour que ce soit de moins en moins pire, mais la technique c'était un peu comme, c'était radical, on t'arrête ça. Puis il y a sûrement des personnes qui sont mortes dans ces petites prisons clandestines. Ben, c'est surtout parce qu'il y en a beaucoup qui, à la base, consommaient de l'opium parce qu'ils étaient déjà malades. C'est une façon de se soulager, dans le fond. Oui. Fait que c'est sûr que quand tu leur enlèves ça, ça fait comme un double choc. Donc bref, le gouvernement impérial va procéder à aucune action déterminante durant cette période parce que les revenus liés à l'opium font partie des rentrées fiscales aussi qui permettent de financer l'industrialisation à partir des années 1870 et de faire face aux dépenses faramineuses reliées à la répression des révoltes massives qu'il y a eu dans les années 1850 et 1870. J'avais fait une chronique sur les révoltes Taiping. Je vous renvoie à ça. Donc, au crépuscule de la dynastie Qing dans les années 1890, on voit naître un réel consensus quand même chez l'intelligentsia chinoise pour l'éradication de l'opium. C'est devenu un problème social tellement vif que on voit l'urgence, dans le fond, de mettre un terme à ça. À la fois parce que les nationalistes chinois vont l'identifier comme un obstacle important et qui vient expliquer la position supérieure du Japon, là où l'opium est totalement interdit. Donc, on voit le Japon qui prend beaucoup plus de place sur la scène internationale, puis on fait comme « Ah, mais c'est peut-être ça ». Donc, ce n'est qu'en 1906 qu'une véritable politique va être mise en place pour supprimer la plantation et la consommation d'opium sur 10 ans, sauf que l'Empire s'écroule en 1912. Donc, le projet est avorté. Durant cette période, on va aussi pousser quelques hôpitaux missionnaires, comme j'ai déjà mentionné, assez importants, qui visent à soulager les malades et les fumeurs d'opium par le sevrage progressif. Bien évidemment, ces hôpitaux-là servent aussi à faire la promotion de la religion, de la supériorité de la culture, de la médecine occidentale.
Donc, je suis un peu mitigée sur, tu sais, oui, c'est quand même bien de faire du sevrage progressif, mais quand tu prends la peine d'éduquer en même temps quelqu'un qui est pratiquement à terre, c'est quasiment du lavage de cerveau. Ça reste dans la mission civilisatrice de la colonisation. Donc, il y a peu de ces établissements qui sont consacrés uniquement au sevrage. Souvent, ça va être des hôpitaux généralistes aussi. On en trouve quelques-uns à Ningbo, Beijing, Hangzhou et Guiyang. Ah. C'est une belle série de mots, ça. Donc, et là, bam, retour en force de la drogue à cause de l'instabilité politique qui suit la fin de l'Empire. Au temps de la République, qui se met difficilement en place, la suppression de l'opium se fait vraiment en dents de scie. Parfois, les autorités vont lutter de façon méthodique. Parfois, elles sont incapables de mener une offensive cohérente. Je vais en passer parce qu'on a très peu de temps. Voilà, mais encore 3-4 minutes. Ben oui. Ouais, c'est vrai, ok, je vais relaxer. Relax. Donc, tout de même, il y a quand même l'idée que la fermeture des fumeries et l'importance des institutions spécialisées va rester dans l'air du temps. Puis, on va vraiment vouloir instaurer de véritables cliniques. C'est ancré dans le discours de ceux qui veulent lutter contre l'opium. Même qu'on développe l'importance du Jingshen Xunlian, c'est-à-dire des exercices spirituels pour compléter le traitement médical. Donc, on comprend l'importance de traiter, certes, le corps, mais aussi l'esprit et d'intégrer les loisirs aussi, en plus d'utiliser une stratégie pédagogique au cours du sevrage. Fait que genre, une bonne petite partie de cartes au lieu de prendre de l'opium. C'est ça qu'on essaie de mettre combat. Même combat. Donc, le parti Kuomintang va aller aussi jusqu'à faire passer ses idéaux politiques dans ses programmes, comme quoi, par exemple, fumer de l'opium, c'est contraire au patriotisme et à l'avancement du peuple chinois. Fumer devient un acte immoral et anti-patriotique. Et de là, le terrain est déjà préparé pour l'action communiste qui va suivre, hein, parce qu'à partir de 1949, le Parti communiste chinois s'est assuré un contrôle quasi suffocant sur la société chinoise via la police, les organisations populaires et les comités de résidents qui lui permettent entre autres de démanteler directement les réseaux de trafiquants et de repérer facilement les consommateurs. On développe des techniques coup de poing comme des meetings de masse répétés, des procès publics, et ça donne lieu aussi à beaucoup de dérives très violentes. Les communistes prévoyaient l'établissement de cliniques de désintoxication dans les principales villes en 1950, mais là, ça a été très peu mis en place au final. D'ailleurs, dans leur deuxième programme de 1952, les cliniques de désintox sont complètement absentes du programme. Les communistes niaisent pas avec la POC, hein, comme on l'a dit tantôt. Pas en tout. Et la logique est simplissime. Une fois les circuits de trafiquants démantelés, les consommateurs se retrouvent privés de toute possibilité d'approvisionnement et n'ont tout simplement pas le choix de cesser de fumer. Hein? Simple comme bonjour. Donc, on revient un peu à la logique de départ sous les Qing, dans le fond, puisque les autorités se contrefoutent complètement des conditions dans lesquelles se déroule le sevrage de la personne qui est en manque. Oui. Donc, voilà, fait que ça a bien évolué, pour les mais c'est revenu. Ouais, ça... Bref. Puis aujourd'hui, en Chine, est-ce qu'on sait un peu la situation de la consommation de drogue là-bas? C'est une bonne question, mais non, j'ai pas été jusque-là dans mes recherches. Il y a certes encore de la consommation de drogue qui se fait. Ça, j'en suis persuadée. Pas à un niveau problématique. Je sais que la drogue, par exemple, le cannabis est complètement illégal. Toutes les drogues sont illégales, mais il y a comme toujours deux niveaux. Il y a ce qui est illégal et ce qui se passe dans la vraie vie. Oui, c'est ça. Comme ici aussi, il y en a. C'est ça. Donc, c'est illégal d'en importer, c'est illégal d'en consommer, mais... Bon, bref. Pour ce qui est de la culture du pavot, par exemple, je sais pas s'ils en mettent sur leur bagel. Ah, ouais, peut-être pas. Mal vu. C'est ça. Dommage. Donc voilà, merci. C'est si bon. Donc voilà, merci Val pour cette belle chronique sur la drogue. On aime ça, prononcer ça comme ça, désolé. Ouais, on se fait beaucoup de fun depuis tantôt. Faudrait qu'on slack là-dessus. On a des gags internes, on est désolé. On fait de l'histoire. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, pour Histoire de passer le temps. Suivez-nous sur Facebook et sur Twitter. Partagez notre émission. Écoutez-nous sur le live Facebook aussi, ou sur le site de choc.ca, ou en balado encore. Pour nous, c'est l'heure de notre 5 à 7 de recrutement. Donc, on espère que certaines d'entre vous vont être là, qui vont se joindre à notre équipe. Regardez, on se fait des blagues, c'est vraiment le fun. Voilà. Donc, bonne soirée tout le monde!